Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur Alois Hellmeyer. C'est dur de faire une chaîne sur les prophéties catholiques sans en parler au moins une fois, dans une vidéo un petit peu plus approfondie. Donc il est connu, si vous voulez, parce qu'il est assez simple à comprendre aussi, hein, et on peut même le comprendre sans avoir la foi. Donc c'est malheureusement un biais que les gens ont, c'est de retenir que le cours des événements qu'il annonce et de laisser de côté ce qui concerne la foi. Il en parle aussi, j'y reviendrai après. Donc là, vous avez normalement en vidéo une prophétie très simple qu'il a faite, très simple à comprendre, même pour des athées, tout le monde peut comprendre, hein. Et même il n'y a pas besoin d'être très intelligent ou autre, honnêtement, ça parle de soi, lui-même était connu pour être assez simplet, voilà. En tout cas, il annonce la même chose que le reste, et il avait le don de prophétie. Je vais revenir sur la courte prophétie qu'il y a en fond de vidéo, là, je vais revenir aussi sur la suite, qu'on connaît un petit peu moins, qui était vraiment le cours de la Troisième Guerre mondiale, et un petit peu après aussi. Bon, ça concerne surtout l'Allemagne, mais ça donne des indications pour le reste aussi. Donc, petite présentation du personnage. Il est né fin du 19e siècle, il est mort en 1959, un petit peu avant le Concile Vatican II pour ce que ça importe. En tout cas, voilà, il avait aussi le don de retrouver les sources d'eau, donc il était puisatier. Et bon, il avait aussi le don de prophétie, c'est le principal qui nous intéresse ici. Donc du coup, il était connu des habitants, si vous voulez, pour leur rendre des petits services ou leur donner des indications comme ça, selon les visions que Dieu voulait bien lui envoyer, a priori. Je précise une chose avant de continuer, c'est que c'est pas reconnu par l'Église, ces visions, hein, de manière générale. Mais ça rejoint tellement le reste, comme les prophéties et les révélations privées de manière générale, hein, d'ailleurs. Mais ça rejoint tellement le reste que c'est dur de ne pas y croire, honnêtement. En tout cas, si vous voulez, dans ses visions, il était assez exact, y compris pour les gens du quotidien, et même quand il s'est fait juger au tribunal par un pasteur qui allait l'embêter, pour rester poli, et voilà, typique des protestants, hein, si je puis dire, mais passons. Et du coup, voilà, il a été accusé de faire ça pour s'enrichir, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs. Et du coup, il a donné au juge la description de ce que faisait sa femme durant l'audition, etc., la manière dont il était habillé, etc. Bon, voilà. Donc il a été disculpé. Si je dis pas de bêtises, c'est le terme. Voilà, donc pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, il a prédit le point d'impact des bombes, voilà, sauvant plusieurs habitants, etc., etc. Il a aussi retrouvé des personnes coincées sous les décombres. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant le personnage que ses prophéties. Donc, je vais revenir dessus. Donc là, je vais montrer, c'est le cœur des prophéties en question, hein. Les étapes qui séparent qui séparent la Seconde Guerre mondiale de la Troisième. Voilà, donc je vais les lire, hein, c'est très simple. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. Puis suivra la perte de la foi, comme jamais auparavant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs, comme jamais. À ce moment-là, arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Suivra ensuite la révolution. Alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. Bon, je vais faire un très court commentaire, je vais lire la suite aussi après. Le bien-être matériel comme jamais, le matérialisme, le confort, l'abondance, hein, c'est évident. La perte de la foi, avant la majorité des gens étaient chrétiens, c'est plus le cas maintenant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs comme jamais. Voilà, la décadence, voilà, c'est évident, il n'y a même pas besoin de commenter, hein. Pareil, c'est dans l'ordre, hein, tout ça, hein. Ensuite, il y a la quatrième étape, à ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays, l'Allemagne, mais c'est vrai de l'Europe ou de l'Occident de manière générale. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Ce qu'il y a besoin de commenter, franchement, tellement c'est évident. Suivra ensuite la révolution. Bon, là, je vais commenter quand même. La révolution, c'est annoncé dans les prophéties de la Fraudet ou toutes les révélations privées fiables, honnêtement. Révolution rouge. Voilà. Et ensuite, moins de 3 mois après, a priori, selon les prophéties de la Fraudet, les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit, c'est-à-dire à l'ouest de l'Europe par rapport à eux, tout simplement. Bon, quelques petites précisions. Bon, je vais aller sur sa prophétie en tant que telle. Je vais faire quelques apartés après. La suite de sa prophétie, donc, voilà. Donc, tous ne parlent que de paix, shalom. C'est alors que ça arrive. Tous ne parlent que de paix. Là, quand je vous fais cette vidéo le 16 novembre 2024, il y a des pourparlers de paix pour l'Ukraine, pour Israël, etc., etc. Vous voyez, le shalom, là, il n'est pas innocent. Enfin, ça donne une indication, je pense, pour la suite, ou même ce qui est en cours. Shalom, il y a un rapport avec Israël, je pense. C'est alors que ça arrive, donc quand on s'y attendra le moins, et quand on s'attendra à la paix en Ukraine, la paix en Israël, tous ne parlent que de paix, des conférences pour la paix, etc.
Mais selon lui, une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue. Mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand personnage tomber, un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis tout se passe tout sur coup. Donc après, il détaille l'invasion russe, mais je ne vais pas aller tout de suite là-dessus. Juste sur le grand personnage qui tombe. Donc ça, il en est fait mention ailleurs. La Troisième Guerre mondiale, donc ça c'est un extrait que j'ai honteusement copié de La chaîne La fin des temps, ou qui doit se trouver dans un ouvrage de Claude Elendil, je crois. En tout cas, selon lui, la Troisième Guerre mondiale viendra, mais il ne peut pas prédire l'année exactement. Bon, elle sera précédée par des signes dans les cieux, etc. etc. Bon, là où je voulais en venir, c'est que l'Amérique tue ses présidents. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de conférences pour la paix et d'un personnage qui tombe. Ce personnage en question, a priori, c'est le président américain. Voilà. Donc c'est détaillé là. Donc je ne sais pas comment il conclut ça, mais je crois que Loïc Mayer le précise bien, hein. C'est un président américain qui sera tué. Ça sera le troisième assassinat de combattants pour la paix. Il y en aura deux autres avant. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être en lien avec l'Ukraine, en lien avec les États-Unis, en lien avec la volonté de l'OTAN ou de l'Occident de calmer le jeu, mais a priori, je sais pas. En tout cas, il y a des faiseurs de guerre, a priori, et les faiseurs de paix, ça les dérange. C'est pas dit que les combattants pour la paix en question soient des bonnes personnes, hein, mais ils sont en faveur d'une diplomatie et calmer le jeu. Voilà. Donc ça peut être par exemple le chancelier allemand, là, quand je fais cette vidéo, Olaf Scholz, donc on est le 16 novembre 2024, lui il est chamboulé diplomatiquement, il est en faveur de la paix en Ukraine, il se prononce pour ça, d'une conférence pour la paix, hein, peut-être qu'il va y passer. Ça peut être aussi Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ça peut être Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ça peut être même Zelensky, hein. C'est pas du tout un combattant pour la paix, hein, mais il alterne entre déclarations très guerroyantes, ou je sais pas comment dire, et en même temps, il sent, là, on est le 16 novembre, il vient de faire une déclaration comme quoi, ça sentait un peu le roussi, ce serait bien d'avoir la paix en 2025, parce que les USA les lâchent. Bon, voilà. Euh, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à spéculer. En tout cas, il y en aura deux avant le président américain qui seront assassinés. Il se peut que le président en question soit Donald Trump, hein. Honnêtement, moi je le pense. Donc on va détailler l'assassinat du président américain plus tard, qui est dans la prophétie d'Alois Mayer. Bon, en tout cas, la conférence pour la paix aura lieu entre les États-Unis et la Russie à Budapest. Et je crois que c'est suite à une invasion russe surprise, si je ne dis pas de bêtises. Un peu après, oui, c'est ça, hein. Et ça, il me semble que Marie Loli, en lien avec Guerra Brandal, donc, l'a vu. Une invasion russe surprise d'une partie du monde libre, une partie de l'Europe de l'Est, hein, moi je pense, peut-être un peu au-delà de l'Ukraine. En tout cas, une conférence pour la paix a lieu à la dernière minute. Donc ça sera vraiment en urgence. Ça me fait vraiment penser à tout ça, hein. Donc il y aura l'éminent homme politique, il le sait préciser, de toute façon c'est le président américain. Je vais y revenir après. Donc c'est détaillé la manière dont il sera tué, c'est avec un poignard ensanglanté. Et moi ça me fait beaucoup penser à Trump parce que si vous voulez, euh, il a été tué, il a évité de se faire tuer justement très récemment, là c'est en premier semestre 2024, avec la tentative d'assassinat raté. Là de toute façon il n'y a même pas besoin de détailler, c'est connu, hein. Bon. À mon avis, la sécurité a été renforcée sur les armes à feu, mais il se fera trahir de l'intérieur avec des couteaux, hein. Il y aura deux hommes payés pour ça, c'est détaillé, j'y reviendrai ailleurs. Euh, une petite chose aussi, voilà. Attendez, ça va bien s'ouvrir. Voilà, donc il est dit aussi pour les conflits, la Troisième Guerre mondiale, donc, la Troisième Guerre mondiale, donc, la guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où la troisième combattant pour la paix aura été assassiné. Le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Bon, ça, il détaille ça après, mais juste pour dire, voilà, le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes. Bon, c'est assez parlant, hein, j'ai pas besoin de détailler entre Israël, la Palestine ou le reste de la région. Voilà. Voilà, donc maintenant je reviens sur sa prophétie et je vais poursuivre et détailler un peu plus sur le reste de ses prophéties sur les événements. Je vais relire le début pendant que j'y suis. Tous ne parlent que de paix. Shalom, c'est alors que ça arrive. La nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue, mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand personnage tomber. Un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis tout se passe coup sur coup. C'est directement l'entrée en guerre après, comme détaillé juste avant.
Des puissants, dans la citation avant, de puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est et poussent vers l'Italie. Donc ils poussent de la Serbie vers l'Italie, hein, les Russes a priori. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube, donc en Allemagne, et traversent l'Allemagne en direction du Rhin, et vers la France, hein, je précise, c'est la frontière, sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes. Si seulement elles étaient restées à la maison, ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Donc bah là, tout le monde peut comprendre, hein, c'est la panique, les gens fuient, ils fuient en voiture, c'est le chaos, quoi, tout simplement, suite à l'invasion russe surprise. Euh, il y a les Russes, il y a une conférence pour la paix, l'assassinat du président américain, eux ils attaquent dans la foulée et invasion surprise comme ça. Voilà. Au-dessus de Ratisbonne, d'ailleurs ça me fait penser, ouais, l'invasion surprise en question dont je parlais avec Marie Loli en lien avec Guerre abordale, ça se trouve c'est ça, hein, la partie du monde libre, c'est pas ils font un stop, et ils attendent et ensuite ils envahissent, c'est peut-être directement après, hein. En tout cas, je reviens à la suite. Donc pour l'Allemagne, hein, au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube, donc peut-être qu'ils ont été détruits. Il ne reste plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient par-delà la Grande Eau, donc a priori l'océan Atlantique, donc des échanges de missiles, et ça, Sir Ernest Stiglitz le précise, hein, des échanges de missiles nucléaires. Voilà, donc vous irez voir sa prophétie sur Ernest Stiglitz, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, sinon allez voir par vous-même. Simultanément, le Dragon jaune, donc là c'est sous-titré, enfin en parenthèse, entre parenthèses, c'est mis riposte nucléaire russe, le Dragon jaune, qui voulait que ce soit d'autre que la Chine, honnêtement, hein. S'abat sur l'Alaska et le Canada. Pourtant, il ne va pas loin. Donc je crois que c'est dit ailleurs, je ne saurais plus sourcer, une invasion chinoise repoussée aux USA. Donc ils tenteront quand même d'aller sur les côtes, peut-être que ça sera envenimé entre-temps, ou ils envahiront en même temps que les Russes, je ne sais pas, ça sera l'anarchie. Mais leur tentative d'invasion sera repoussée, voilà, de ce que j'en comprends. Des choses qu'on imagine mal encore à l'heure actuelle, même si on les voit se profiler. On n'imagine pas à ce point-là. Donc ils vont ensuite, 2 hommes assassinent un troisième haut placé. Ils ont été payés pour ça. Là, c'est le meurtre du président américain. Le premier meurtrier est un petit homme noir, l'autre est un peu plus grand, avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Peut-être qu'il s'agit d'un attentat ou d'un assassinat sous faux drapeau. Voilà. Leur accuser un tel camp, les Russes qui font ça, alors qu'en fait, c'est pas eux, ou je sais pas, ou l'inverse. Nous verrons. Je précise qu'avant que tout ça arrive, hein, c'est détaillé avant, hein. Avant ça, il y a déjà eu le chaos en Europe. Il y aura déjà eu la Révolution rouge et la mortelle crise révolutionnaire, notamment détaillée par les prophéties d'Aphrodite, hein. Ça sera déjà le chaos avant. Donc les Russes, ils envahiront très facilement. Il y aurait déjà eu beaucoup de morts avant, hein. Et la situation qui s'est dégradée avant, forcément. Donc le troisième meurtre a eu lieu, puis c'est la guerre. Donc, à un autre passage, il dit: La guerre commence au lever du soleil, puis tout se passe très vite. Je vois venir sur nous 3 armées à l'assaut comme des coins. La chenille d'en bas vient de Bohême par la forêt. Donc là, c'est les colonnes de tanks, hein, a priori, de ceux qu'il voit. Donc les 3 armées, il y a une carte que j'ai dû mettre ailleurs en vidéo, enfin, elle est très connue, la carte d'invasion de la France de Marie-Julie Jaïny. Ça décrit vraiment l'invasion. Bah, attendez, je vais vous la mettre, 2 petites secondes. Voilà, donc la carte d'invasion de la France d'après les prophéties de l'Aphrodite et du Perpel. Donc vous voyez, l'invasion russe dont il est question, il y a 3 colonnes qui arrivent, il n'y en a qu'une qui arrive en France, qui passera par là. Vous voyez? Et ça sera plus tard, on n'est pas au bout de nos peines, c'est une invasion étrangère musulmane, donc a priori turque. Voilà, qui arrivera par ici, ou en lien avec la Russie, ou turque tout simplement. Voilà. Pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est une seule colonne blindée russe sur les 3 qui arrive à passer par là, et qui remonte par là. Bon, je reviens sur le reste de sa prophétie. Donc, le père Norbert Barkmund, que je ne connais pas, complète la prophétie d'Alois Selmayr, du coup. Donc il dit que l'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. Bon, ça, ce sont des détails presque stratégiques pour l'Allemagne, honnêtement, hein. La ville de Landau sur l'Isar, je ne sais pas comment prononcer, souffre durement à cause d'une bombe qu'il a atteinte par erreur. Bon, restez pas là-bas si jamais vous écoutez ça. Voilà. Plus loin, Illmayer indique ceci: le deuxième coin d'assaut pousse directement vers l'ouest à travers la Saxe, le troisième du nord-ouest vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr, où se trouvent les hauts fourneaux. Donc a priori, c'est la région industrielle allemande, enfin le cœur industriel de l'Allemagne.
Donc après je vois la terre comme une boule sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi en très grand nombre sortant du sable. Les colombes blanches, ça me fait penser à des missiles, honnêtement. Sortant du sable, ça sort des silos de missiles, c'est ce que ça m'évoque. Lui, il n'avait pas la connaissance de cette technologie-là à l'époque. Il y a des choses, les tanks existaient déjà, hein, mais les missiles qui sortent de silos à missiles, je ne pense pas. Puis il pleut une poussière jaune en une ligne. Donc a priori, ça, Søren Stiglitz le voit aussi, hein, un nuage radioactif, ou en tout cas, au moins des produits NRBC, comme on appelle ça, ou des produits chimiques mortels. En tout cas, la ville dorée, Prague, est anéantie. Ça commence là. Cela se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu'à la ville dans la baie. Quand ils commenceront l'épandage, il fait nuit claire. Les tanks continuent à avancer, mais ceux qui seront pris dans la zone d'épandage deviennent tout noirs. Donc, il meurt de la sorte, hein. Dans cette zone, plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante, tout est fané et noir. Les maisons restent debout. Ce que c'est, je ne sais pas et je ne peux pas le dire. C'est une longue bande jaune. Tout ce qui s'y trouve meurt. Personne ne peut franchir cette bande sans mourir. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y entrer. Voilà, après il y a un commentaire entre parenthèses sur la destruction des armes chimiques, etc. Bon, ce sont des armes chimiques ou radioactives, je ne sais pas, mais des armes chimiques. Moi, c'est ce que ça m'évoque aussi, hein. Alors, les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le nord tout en jetant tout leur chargement. Aucun ne reviendra. Je fais une précision sur l'invasion russe. J'ai montré la carte tout à l'heure, ils envahissent la France comme ils peuvent, si vous voulez, mais c'est désespéré, honnêtement. Et Søren Stiglitz le dit, hein, les plus grandes destructions ont lieu quand les Russes perdent la guerre. Donc ils perdent, mais c'est pas grave, ils embarquent le reste de l'Occident avec eux. Voilà, moi c'est ce que j'en comprends, et c'est là qu'ils sortent le nucléaire. Ils ravagent l'Europe par des moyens atomiques, je crois, c'est dit par la prophétie de Søren Stiglitz. J'ai dit ça ailleurs sur la chaîne, vous irez voir. En tout cas, vous irez voir la source. Une autre version apportée par un certain Arthur Hubscher, je prononce mal, Irlmayer aurait dit: «Cela va très vite. Du Danube à la côte règne la désolation. 2 colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve. La troisième disparaît, encerclée par l'ennemi. Alors apparaissent les colombes blanches». Donc les fameuses colombes blanches, est-ce que c'est des avions? Est-ce que c'est des missiles? Une pluie jaune qui tombe du ciel d'un coup, moi ça me bon, autant les avions peuvent larguer des bombes ou ce genre de choses, mais là ça me fait plutôt penser à des missiles avec du nucléaire, hein. Voilà. C'est une longue bande qui va de la ville dorée, Prague, jusqu'à une baie de la Grande Eau. Dans cette bande, tout est anéanti. Là où la bande s'arrête, il y a une ville et est transformée en un tas de pierres. Bon, ce sont des missiles atomiques, honnêtement, hein. Le nom de cette ville, je ne peux pas le dire. Une autre déclaration d'une Mayer, des dessins de pigeons sortent du sable. Est-ce qu'il est question toujours des missiles? Est-ce qu'il est question d'avions ou de drones? C'est vrai qu'avec le recul, ça me fait plutôt penser encore aux mêmes missiles, hein, je saurais pas le dire. Deux bandes atteignent, ou des essaims de drones, c'est à la mode actuellement en Ukraine, bref. Deux hardes atteignent la zone des combats de l'ouest vers le sud-ouest. Les escadrilles virent au nord et coupent la route de la troisième armée russe. Le sol est couvert de chenilles, a priori toujours les colonnes blindées, mais là, à l'intérieur de ces véhicules chenillés, tout est mort, même si les véhicules continuent d'avancer, avant de s'arrêter d'eux-mêmes petit à petit. Bah, c'est des armes chimiques, hein. C'est ce qui lui a été montré, c'est évident. Ça tue pas, enfin, ça détruit pas les mécaniques des armements des véhicules, mais par contre, les hommes et la vie aussi. Même là, les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses qui explosent avant de toucher le sol et répandent une fumée ou une poudre jaune ou verte. Des armes chimiques toujours immortelles. Ce qui se trouve dessus est mort, que ce soit homme, animal ou plante, etc. Voilà, comme dit avant. Pendant une année entière, aucun être vivant ne peut plus poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. Pendant une année, hein, quand même, hein. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des trois armées assaillantes ne rentre chez lui. Donc voilà, les armées professionnelles et la guerre moderne, ça sera très rapide. Avec les armes technologiques actuelles, bah, voilà, c'est presque trop puissant pour une guerre, je sais pas comment dire, symétrique, voilà. Plus loin, selon Alois Mayer, il a quelque chose sur le quartier général, je vois une église sur une montagne, l'hôtel regarde vers le nord, je vois cette église brûlée. La Bavière du Sud-Ouest sera protégée, donc vous voyez, eux aussi, ils ont leur Bretagne à eux, hein, leur zone protégée, c'est la Bavière du Sud-Ouest, a priori. Ou la Bavière de manière générale. Notre-Dame d'Altötting, que je ne connais pas, étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va. Les gens de la ville vont à la campagne, vers les paysans, et prennent le bétail dans les écuries chez eux, chez ceux qui ne sont pas paysans, et qui n'ont pas assez de bras pour s'occuper des bêtes.
Je vois 3 villes disparaître, l'une au sud s'enfonce dans la boue. Bon, tout ça concerne l'Allemagne, honnêtement, hein. Je vous lis ça, mais bon, je vais aller vers la suite après, qui nous concerne tous. Donc, l'une au sud, je vois 3 villes disparaître, l'une au sud s'enfonce dans la boue, une autre au nord sombre dans l'eau. Ah, alors ça me fait penser, il le détaille après, hein, avec une vague qui retombe sur les pays du nord de l'Europe. Et la troisième est détruite aussi, mais reste hors de l'eau. La ville avec la tour de fer, donc ça nous concerne, c'est Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants. Et ça, Mélanie Calva, qui a vu Le Secret de la Salette, l'a vu aussi, hein. Paris sera brûlé par sa canaille, pour reprendre ses termes. Dans le pays de la botte, donc c'est l'Italie, hein, une révolution éclate, l'affreuse guerre d'Italie des prophéties de l'Aphrodite. Je crois que c'est une guerre de religion. C'est l'invasion musulmane, honnêtement, qui est détaillée, l'invasion turque, a priori. Parce qu'il tue beaucoup de religieux. Voilà, ce que feront les musulmans ou les Turcs, en tout cas, de l'étranger. Derrière le pape, ou pas que de l'étranger d'ailleurs, derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Ça, je crois que c'est détaillé aussi par une prophétie de Saint Pie X, qui voit un des successeurs du même nom, peut-être un Pie XIII, mourir de mort affreuse. Il voit un couteau près du pape. Bon, voilà. C'est de la spéculation de ma part, mais ça m'y fait penser. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera le dos et s'enfuira déguisé par la mer. Est-ce qu'il arrive à s'enfuir ou pas? Je ne sais pas. Il reviendra après, une fois que l'ordre sera rétabli. Je crois qu'ailleurs, c'est dit 200 jours. Bon, peut-être qu'il meurt pas, autant pour moi. Bah, ou du moins pas tout de suite. Bon. Le pays alpin, donc la Suisse, sera peu impliqué dans les troubles, par le nord et le sud, mais à l'est du pays, tout est calme. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique seront gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Donc il s'agit d'une arme atomique, hein, qui fait cuire l'eau et qui soulève les vagues. Donc je crois que Londres est sous les eaux, je ne sais plus qui a vu ça, c'est Marie-Julie Jaïni ou Aloysia Mayer. Bon, en tout cas, voilà. Les pays de la mer du Nord donc, sont gravement mis en danger. Les pays, par l'eau, la mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent, le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Petit aparté sur mes spéculations personnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'invasion ukrainienne, les Russes menaçaient de, de lancer un missile nucléaire près de la Manche, hein. C'est pas si lointain que ça, hein. Et moi, ça me fait penser, là, c'est dit que c'est lâché par un pilote dans l'eau. À mon avis, bon, pour l'anecdote, les Russes ont une arme, ils en ont tellement. De toute façon, il y a un missile hypersonique, le Kinjal, je crois, qui peut se lâcher depuis un avion, qui peut être air-sol ou air-eau ou je ne sais quoi, hein, en tout cas dans la mer. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, les Britanniques se targuent d'avoir développé, et c'est vrai, hein, une défense missile anti-laser, voilà, enfin au laser en tout cas, comme il y a déjà sur les porte-avions américains, mais de très grande puissance, à très faible coût pour arrêter les missiles. Voilà. Mais si le missile est vraiment hypersonique et qu'il est lâché dans la mer et pas sur l'Angleterre même, moi ça me fait penser à ça, hein. Missile hypersonique, Kinjal ou pas, peu importe, dans la Manche ou l'océan ou Atlantique, ou plutôt dans la Manche peut-être, et ou la mer du Nord. Et l'eau, bon, du coup, le missile n'est pas intercepté, il y a un trou dans la défense, hein. On le voit par exemple quand il y a vraiment des assaims de missiles, ou par exemple l'Iran sur Israël, ou même, hein, là c'est un seul missile hypersonique, la chose va tellement vite, à Mach 10, 15, je ne sais combien, voilà, c'est pas interceptable. Et du coup, bah, ça tombe dans l'eau, il y a une explosion nucléaire, ça soulève l'eau retombe sur l'Angleterre et sur les autres pays de la mer du Nord, voilà, qui bordent la mer du Nord, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une grande vague qui retombe et qui va loin dans les terres et qui retombe comme une mer solide. Une vague d'eau solide très importante. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, voilà, donc c'était mes spéculations sur ce que ça pouvait être, hein, quand il y a un missile ou une chose tombée dans la mer lâchée par le pilote. Donc pendant la guerre ou à la fin, donc là on va sur les choses de foi, un peu moins sur le côté militaire, la Troisième Guerre mondiale, etc. Pendant la guerre ou à la fin, je vois un signe dans le ciel, des signes célestes, hein, ça revient dans toutes les prophéties. Donc lui, il voit quoi? Il voit le crucifié avec ses plaies, et tous le verront. Je l'ai vu 3 fois, cela se produira très certainement. Moi je vois ça, j'y crois, hein.
Vu la manière dont c'est dit, avec une telle certitude, et toutes les choses coïncident avec le reste des prophéties, il y a des signes célestes, bah, lui, il a vu ce signe céleste-là, et bah, en tout cas, c'est dit ailleurs que personne ne pourra douter et ne pourra ne pas voir le doigt de Dieu ou la providence, honnêtement. Et quand Dieu, enfin, le crucifie avec ses plaies, tous le verront. Voilà. Du début de l'année 1959, donc un peu avant sa mort, a priori d'ailleurs, hein, donc Hillmeyer aurait affirmé cette chose-là. Un jour pendant la guerre, tout devient sombre. Bon, c'est les 3 jours de ténèbres, honnêtement, hein, qui sont détaillés dans tellement d'autres prophéties. Alors éclate une grêle avec des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors ne sortez pas de la maison, les lumières s'éteignent, sauf celle des chandelles. D'autres prophéties donc précisent, hein, ce sera les cierges bénis. Les cierges consacrés, bon, les cierges bénis. Les autres prophéties ont vu ça aussi, et lui aussi, hein, le courant électrique est coupé. Voilà. Donc il y a des cierges bénis pour les 3 jours de ténèbres. Parce que la manière dont les gens mourront, ça sera tué de frayeur, par les démons notamment, précision, Le secret de la Salette, ou Elisabeth Canori Mora, ou le Padre Pio, pour ceux qui veulent vérifier. Donc lui, il décrit des... Si vous voulez, je précise bien, parce que là, il décrit par rapport à la guerre, les armes chimiques, etc. Mais là, pour les 3 jours de ténèbres, c'est vraiment ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il faut avoir de la lumière, les cierges bénis. C'est pour ce qui est relatif aux démons. En tout cas, pour lui, il voit quand même qui respire la poudre, donc la poudre chimique est détaillée ailleurs, peut-être autre chose, hein. Qui respire la poudre attrapera une crampe et meurt. Gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. La poudre, c'est peut-être vrai pour l'Allemagne ou de manière générale, je ne sais pas. Lui, il voit pour l'Allemagne précisément, mais de manière générale, c'est vrai qu'il ne faudra pas regarder dehors. Donc il précise bien, en tout cas, gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. Toute l'eau courante est empoisonnée et tous les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées bah, le sont aussi. Donc voilà, c'est des prophéties, vous voyez, tous les survivalistes un petit peu qui suivent, qui redoutent ou qui se préparent, si on peut dire ça, à une troisième guerre mondiale, etc. Eux, ils s'attendent à des choses purement matérielles, ils voient pas trop le spirituel, mais si vous voulez, ça peut leur parler, hein, même à tout le monde, hein. L'eau courante, bon, les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées, c'est-à-dire les boîtes de conserve. Et du stock alimentaire, c'est tout, hein. C'est très simple à comprendre. Même les aliments en bocaux ne peuvent pas être consommés. Ces emballages ne tiennent pas. Ne buvez pas de lait, bon ça c'est pour l'Allemagne en tout cas, je ne sais pas de manière générale, mais ils auront eu des aliments empoisonnés par l'arme chimique en question. Achetez quelques boîtes de conserve de riz ou de légumineux. Donc, vous voyez les conseils de survie d'Alois Hillmeyer. Le pain et la farine se conservent, l'humide moisit, comme la viande, sauf s'il est dans une boîte de conserve en zinc. Bon. Dehors, c'est la poussière mortelle, il meurt beaucoup de gens. Les fleuves seront tellement à sec qu'on peut facilement les traverser. Du résultante de la guerre et des armes, hein, je pense, employées. Le bétail périt, l'herbe jaunie et sèche, les cadavres humains sont tout jaunes et noirs. Tout est passé après 3 jours. Les cadavres humains jaunes et noirs, ça peut être à la fois la poudre chimique ou ça peut être aussi une épidémie détaillée dans les prophéties de la Frodais qui laissera les personnes atteintes de sillons jaunes et noirs. Bon, peu importe, si je puis dire. Bon. Le remède en question pour la pandémie, c'est l'aubépine, mais là, c'est peut-être pour l'Allemagne, je ne sais pas, c'est la même chose. En tout cas, tout est passé après 3 jours. Le vent chasse les nuages de mort vers l'est, mais je répète, ne sortez pas, ne regardez pas par la fenêtre, laissez brûler les cierges consacrés et priez. Priez le chapelet notamment. Ces jours, il mourra plus de gens que durant les 2 guerres mondiales. En Russie éclate une révolution et une guerre civile. Il y a tant de cadavres qu'on ne peut plus évacuer des rues. Qu'on ne peut plus évacuer des rues. La croix est à nouveau honorée. Le peuple russe croit à nouveau en Dieu. Les gros du parti se suicident et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Donc vous voyez, ceux qui voient dans la Russie des libérateurs de l'Occident ou autres, bah, détrompez-vous, hein. En tout cas, les Russes ne sont pas forcément du même avis, et en tout cas, les gros du parti, il n'en est pas dit du bien, a priori. Voilà. Et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Je vois une masse rouge mêlée à des visages jaunes. C'est un soulèvement général et un meurtre atroce. Donc la masse rouge mêlée à des visages jaunes, ça me fait penser peut-être à des visages asiatiques, ou que ce soit la Chine, ou la Corée du Nord, ou du Sud, ou je ne sais pas. Et la masse rouge, est-ce que c'est en lien avec les communistes? Est-ce que c'est en lien tout simplement avec la Russie historique? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, il y aurait des révolutions rouges avant en Europe, ailleurs. Est-ce que les Russes l'auront a priori après qu'ils aient envahi? Ce sera vraiment le chaos, hein, quand même, hein. En tout cas, bon, je sais pas à quoi correspond tout exactement, la masse rouge, mais c'est pas grave. Puis après tout ça, ils chantent le chant de Pâques et brûlent des cierges devant des icônes de la Vierge Marie.
Voilà, donc que la Russie se convertit après tout ça, et pas à l'orthodoxie, hein, à la foi catholique, je précise. Autre déclaration d'Illmayer. Donc la ténèbre de 3 jours se rapproche. Je vois 3 chiffres 9. Je ne peux pas dire ce que ça signifie. Le troisième 9 apporte la paix. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Donc petite aparté de ma part, ma spéculation personnelle, je pense que les 3 chiffres 9, c'est l'inverse des 3 chiffres 6. Donc si vous voulez, le 6, c'est une rébellion un petit peu. Le 6 s'élève avec orgueil vers le ciel, mais le 9, c'est l'inverse. C'est le ciel qui s'épanche vers la terre, comme un signe de paix. Voilà, donc je vais pas. Il y en a trois comme la Trinité, si vous voulez. Le 3-6, est-ce que c'est d'abord Lucifer, ensuite l'homme, ensuite l'Antéchrist, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, le 6, c'est vraiment la rébellion du ciel, de la terre vers le ciel. Et le 9, c'est l'inverse. C'est le ciel qui fait la paix avec la terre, et ça revient dans le secret de la Salette, hein. Alors, ça sera la réconciliation de Dieu avec les hommes. Je ne sais plus comment c'est dit. Ça, vous retrouverez ça dans le secret de la Salette, entre autres. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont morts que dans les 2 guerres mondiales réunies. Donc il y aura énormément de morts. Alors ce sera la paix et un bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Donc ça, c'est le 6e âge d'or, enfin, dans l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, qu'il a vu lui aussi à sa manière. Euh, les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui mettent à mort les enfants seront à valider après ce grand coup de balai. Devinez de quoi il est question, hein, l'avortement, évidemment. En tout cas, je vois un vieillard maigre qui devient notre roi. Donc ça, je précise, c'est pour l'Allemagne, hein. La France, il y aura, je pense, le père et le fils, mais le fils, pardon, sera le grand monarque, hein. En tout cas, ils se passeront la couronne, et le grand monarque sera plutôt jeune, je pense, à son règne, à son début de règne. Et en Allemagne, ils choisiront plutôt une personne âgée, enfin, un vieillard maigre, en tout cas, qui devient leur roi. Bon, un roi sage, mais un peu plus âgé. Donc les prairies refleurissent quand le pape reviendra de l'exil. Je précise juste une chose, le grand monarque, ce sera si vous voulez, il sera empereur. Il a avec lui si vous voulez, je vous renvoie au testament de Saint-Rémy, honnêtement. Voilà, si vous voulez, le grand monarque français, hein, peut ramener avec lui l'Empire romain, c'est en lui. Voilà. Donc, en tout cas, il aura, ça c'est dit dans le secret de la Salette, les nouveaux rois de la Sainte Église, etc., ils seront vassaux au grand monarque. Et le roi allemand en question sera vassal, du coup, au grand monarque français. Voilà, des choses qu'on ne s'imagine pas du tout actuellement, hein. Voilà, les prairies refleurissent quand le pape reviendra de l'exil. Le pape en question, il y aura eu peut-être une succession de papes durant les événements, détaillés dans les prophéties d'Aphrodite, mais le pape qui revient de l'exil, c'est le Saint Pontife. Voilà, il n'y a pas que le grand monarque en question, il y a aussi un pape, un saint pape. Quand viendra l'automne, les gens se rassemblent en paix. Tout d'abord, il y a encore la famine. Donc ça revient ailleurs, hein, une grande famine, ayez du stock alimentaire vraiment, mais ça se poursuit un petit peu après les événements, le temps que les gens se réhabituent à produire leur nourriture, etc. Donc tout d'abord, il y a encore la famine, puis tant de vivres que chacun mange à sa faim. Les gens sans terre peuvent aller où il y avait le désert. Et chacun peut s'établir où il le veut, et avoir autant de terre qu'il pourra labourer. Donc, petite parenthèse, la géographie du monde sera même changée tellement on ne s'imagine pas par les séismes, etc. Je crois que la Méditerranée va disparaître, voilà. Et les gens qui s'inquiètent pour l'immigration, etc., je peux comprendre, hein, mais les gens sans terre peuvent aller là où il y avait le désert, et chacun peut s'établir où il veut. Donc déjà, peut-être qu'il y aura une forme de rémigration, je ne sais pas. Et chacun peut s'établir où il veut. Donc ça, c'est vraiment pour le marché immobilier actuellement qui est une aberration, hein, honnêtement. Bah, en tout cas, après, il y aura même des lois, ça c'est pas dit ici, je sais plus, j'aurais plus sourcé, pour faire en sorte que les gens s'accaparent plus l'immobilier pour en profiter comme ça. On va même vérifier, si vous voulez, chacun ne pourra pas s'accaparer plus de terres qu'il peut. On vérifiera même au niveau des mains si la personne est manuelle qu'elle puisse pas s'accaparer des terres qu'elle ne peut pas prétendre, dont elle ne pourra pas s'occuper, quoi. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est dit là, hein, où il le veut, et avoir autant de terres qu'il pourra labourer. Voilà. C'est pas dit comme je viens de vous le dire, mais c'est dit de manière différente et plus simple. Voilà. Les gens sont peu nombreux, et l'épicier se tient devant la porte et dit: achetez-moi quelque chose, sinon je suis foutu. Voilà, donc il y aura peut-être, je sais pas, plus de biens que de survivants, je ne sais pas. On plante de la vigne chez nous tellement le climat a changé. Donc ça, c'est vrai de l'Allemagne. Donc peut-être en France aussi, en Europe de manière générale. Et les fruits méridionaux poussent chez nous. Et il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Donc ça sera des changements qui sont tout simplement du fait de la création elle-même, hein. Dieu pourvoira un monde meilleur et une nature régénérée, si vous voulez. Et c'est pas le changement des règlements climatiques, là, comme le promeuvent
peut-être une part de vrai, hein. Les écologistes, un peu trop hystériques là-dessus, on va dire, mais il y a une part de vrai quand même, hein. Le climat qui soit changé du fait de la guerre, du fait, de la création elle-même, hein, ça c'est détaillé notamment par Saint-Hildegarde, une autre mystique allemande. Bon, vous irez voir si vous voulez, voilà. Heu, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, que le climat lui-même change, le cours de la Lune et des astres et cetera. Bref, je ne vais pas revenir sur tout ça. Après la grande catastrophe vient un long et heureux temps. Celui qui vivra alors vivra bien et ne pourra que s'en trouver heureux. Enfin, l'époque d'or et de paix, vue dans l'œil prophétique des sages, pour citer la prophétie de saint Fond, ou même n'importe quelle prophétie sérieuse qui en parle, un âge d'or, que vous trouverez dans l'Apocalypse aussi, dans l'église de Philadelphie donc, et c'est un âge d'or, peu de gens encore en vie, mais vraiment une époque très heureuse. Voilà, et sainte aussi, hein. Important de le préciser. Brusquement, donc là il revient sur les événements, brusquement les Russes doivent se retirer vers le nord à cause d'une grande catastrophe naturelle ou quelque chose de ce genre. Peut-être un grand séisme, je ne sais pas. La dernière bataille prend feu près de Cologne. Donc ça, c'est dit ailleurs, la dernière bataille qui met fin aux événements, et a priori, elle se trouve près de Cologne, près de la forêt des Bouleaux, je crois que c'est dit ailleurs, en tout cas près de Cologne. Peut-être que les gens qui connaissent bien la géographie de l'Allemagne pourront préciser s'ils veulent, hein. Après la victoire, un empereur est couronné par le pape. Et ben, l'empereur dont il est question, et ben, c'est le grand monarque. Voilà, qui est couronné par le pape. Donc enfin, de retour, un pouvoir temporel et spirituel, légitime, approuvé par Dieu et voulu par Dieu, hein, et en consolation de l'époque de tribulation qu'on a traversée et les événements et même les tribulations qui nous attendent. Voilà, pour ceux qui seront encore en vie jusque-là, hein. Mais ceux qui seront encore en vie ne pourront que s'en trouver heureux. Voilà. Comme il l'a dit lui-même à Lucien Mayer. Donc combien de temps cela dure? Je vois 3 lignes. Je ne sais si ce sont 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Et ben, j'ai ma petite, opinion là-dessus. Il me semble que c'est 3 ans, 3 ans et demi même. Dans les prophéties, ça revient, c'est précisé ailleurs. Prophétie de l'Aphrodite, je crois, c'est dit, ou ailleurs de manière générale. C'est un chiffre symbolique. Bon, à mon avis, en tout cas, c'est 3 ans et demi. Je ne saurais pas vous le sourcer dans l'immédiat. Donc là, c'est d'autres citations que j'ai dites tout à l'heure, hein. Je vois 3,9, le troisième 9 apporte la paix. Quand tout est passé, une grande partie de la population n'est plus là. Les disparus sont plus nombreux que ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ça je l'ai déjà lu avant. Et enfin, après ces événements, vient une longue et heureuse époque, celui qui la vivra s'en portera bien, mais les gens devront tout reprendre là où nos arrière-grands-parents ont dû commencer. Donc ça, c'est dit ailleurs, hein. L'industrie sera réduite et de manière générale, la technologie aussi. Est-ce que la technologie, c'était, ou l'industrie, la grande industrie, comme on l'a connue actuellement, c'était le modèle qu'il fallait pour l'homme? Je ne sais pas. Peut-être qu'une société traditionnelle, plus paysanne, bien ordonnée, avec des corps de métier, etc., peut-être que c'est ce qui convient mieux à l'homme. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et puis voilà.